Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Les populations de Béli Diallo, victimes de la crue, bénéficient d'une enveloppe de 5 millions de francs pour rejoindre leur village. Une initiative du maire de Ogo, appréciée à sa juste valeur par ses victimes, qui sollicitent toutefois du gouvernement un nouveau site pour échapper à de futures inondations. Lancement officiel du projet d'accompagnement des déplacés pour leur retour dans leur village d'origine. Au total, 666 familles concernées ont reçu des matériaux de construction. La ministre de la Famille et des Solidarités a procédé à cette cérémonie de lancement qui a vécu à Ziguinchor. L'autisme, une maladie qui touche en majorité les enfants et dont la prise en charge est très coûteuse. L'association Maison Espoir Autisme plaide en faveur d'un soutien plus accru des autorités pour assister ces enfants atteints de handicap. Et puis, 5e journée de la Coupe CAF, le Djaraf a battu l'ASEC Mimosa, score 1-0, une victoire qui propulse le club de la Médina à la 2e place du classement. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce tout de suite dans ce journal. Chassés de leur localité depuis les inondations du mois d'octobre, les sinistrés de Béli Diallo, toujours dans le désarroi, sensibles à leur sort, le maire de Ogo vient de débloquer une enveloppe de 5 millions de francs CFA pour leur permettre de rejoindre leur village d'origine. Mais les notables de Béli Diallo ne veulent plus revivre cette catastrophe. Ils sollicitent auprès du gouvernement un site à leur affecter pour échapper définitivement à la menace de prochaines inondations. Le point, c'est avec Ali Bandelnian. L'étoile, depuis leur déplacement en octobre dernier, les sinistrés de Béli Diallo peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. Chassés de leur maison par la crue exceptionnelle de l'hivernage, les habitants de ce petit village à 4 km de Matam ont trouvé refuge dans des tentes de fortune faites de palissades. Venu manifester sa compassion aux sinistrés, le maire de Ogo s'était engagé à soutenir la reconstruction des bâtiments effondrés. L'enveloppe de Abou Diallo Balel vient d'être remise entre les mains du chef de village de Béli Diallo. Les autorités, comme je viens de le dire, le gouverneur, le préfet, les sous-préfets, tous étaient là, accompagnés du maire. Mais entre-temps, le maire était là pour les accompagner d'abord en tente. Il est revenu encore pour les accompagner pour une enveloppe financière. Il est revenu la 3e fois pour les accompagner en vivres. Et cette fois-ci, il les a alloué un montant de 5 millions pour les aider à reconstruire leur maison. Donc, sur ce, nous, en tant qu'autorité locale, ce sont nos populations. Les enfants et les femmes qui vivent ici dans ces difficultés, nous ne ferons que les appuyer et de continuer de les appuyer. Un geste de haute portée selon les sinistrés qui malheureusement ne veulent plus retourner au village. Aujourd'hui, ce qui entre notre sommeil, c'est de trouver un espace pour reconstruire le village de Béli Diallo. Comme vous le savez, selon la météo, cette catastrophe naturelle pourrait survenir encore l'année prochaine. Nous ne voulons pas aller réinvestir là-bas encore pour vivre le même calvaire. Vous avez vu, depuis lors, nous souffrons. C'est pourquoi nous lançons un appel à l'État pour qu'on nous affecte de la terre. À l'administration centrale de les aider, parce qu'actuellement le plus grand problème, c'est le problème d'habitat, là où ils doivent reconstruire leur maison. Ils sont entre des champs, ils sont en zone tampon entre les champs de décrue et le fleuve, et la route nationale qui est tout près. Donc avec tout ça là, le problème c'est un problème foncier. Donc nous demandons l'appui de l'État pour les aider à avoir du foncier pour qu'ils puissent reconstruire leur maison. En attendant la réaction des autorités centrales, les déplacés de Béli Diallo devront encore garder leur mal en patience. Sans eau ni électricité, encore moins de structures de santé, la vie se déroule très difficilement dans le site de recasement de ces sinistrés qui n'ont toujours pas réceptionné les tentes promises par le gouvernement. La ministre de la Famille et des Solidarités a procédé à Ziguinchor au lancement officiel du projet d'accompagnement des déplacés de retour en Casamance. Ceci est une partie intégrante du plan Diomaye pour la Casamance. Maimouna Dieye a expliqué l'importance de ce projet aux 666 familles déplacées concernées par cette phase de lancement. Ces dernières ont reçu d'importants lots de matériel de construction destinés à reconstruire leurs habitats. Les
propos de Madame Maïmouna Djei sont recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Mandjan. Pour la Casamance est articulé aux orientations de l'agenda national de transformation Sénégal 2050 qui promeut, entre autres, la consolidation de l'unité nationale et des solidarités à travers différents axes stratégiques relatifs notamment à la mise en place d'un système de santé performant et accessible à tous, au renforcement de l'accès aux services sociaux de base, au soutien à l'économie sociale et solidaire, à la promotion des modes de production et de consommation durable, à la mise en place d'infrastructures de connectivité. Le projet d'accompagnement des personnes déplacées de retour en Casamance vise à contribuer à l'atteinte des objectifs stratégiques déclinés dans le plan Diomaye pour la Casamance, dont la finalité est manifestement la restauration, voire le renforcement de l'équité sociale et territoriale, favorisant le sentiment d'appartenance à une même nation et entretient la flamme de l'unité et de la cohésion nationale. Allez, nous quittons le sud pour le nord. Gandiol, une zone de départ des candidats à l'immigration irrégulière. Le directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, le Dr Babacar Diop, a invité les jeunes de ces différentes localités à rester dans le pays et à faire confiance aux nouvelles autorités pour bannir cette pratique qui a coûté la vie à de nombreux jeunes de cette commune du département de Saint-Louis. Les détails, c'est avec Ousseynou Diop et Habib Sek. C'était une fête. Pour Gandiol, c'était une fête pour la jeunesse de Gandiol. Et que je pense aujourd'hui, à travers cette vitrine, la presse qui était là, toutes les grandes personnalités du département de Saint-Louis qui sont venues nous faire cet honneur-là, migration irrégulière. Parce que tout simplement, les causes, on les connaît. Nous sommes dans une zone de pêche, nous sommes dans une zone de maraîchage. Avec les effets de la brèche, on a vu qu'on ne peut plus en tout cas aller en mer. Il y a la salinisation des terres, ce qui fait que les gens n'ont plus d'activité. Et aujourd'hui, avec l'espoir qui est revenu dans ce pays-là, avec les nouvelles autorités en tout cas qui ont les destinées du Sénégal, à savoir le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko, l'espoir est revenu. Et nous appelons aux jeunes, ceux qui sont à l'école, de continuer de persévérer dans leurs études. Ceux qui sont en train d'apprendre un métier, de persévérer dans ça, parce que tout simplement, avec les perspectives économiques, les perspectives en tout cas de développement qui s'offrent à ce pays par rapport à ces nouvelles autorités, notre souhait, c'est que le Sénégal puisse accueillir des immigrés et qu'on ne puisse pas être un pays de départ par rapport à l'immigration. Je pense que les fondamentaux sont en train d'être posés. Les populations de Diamaguène Sicap Mbao continuent de réclamer un espace pour y ériger un nouveau cimetière. Le cimetière de la localité a en effet atteint ses limites depuis près de 5 ans, mais il continue d'abriter de nouvelles tombes, une situation qui a poussé le collectif pour le désherbage et la délocalisation des cimetières de Diamaguène à organiser une mobilisation spontanée pour réclamer l'ouverture d'un nouveau cimetière dans la forêt classée de Mbao. Je vous propose d'écouter tout de suite Ibrahim Assal, idée, le porte-parole de ce collectif, et il nous en dit plus au micro d'Abdoulaye Patéane. Pour le désherbage et la délocalisation des cimetières de Diamaguène de Sim, tient à exprimer sa profonde préoccupation face à la situation critique des cimetières de Diamaguène créés en 1974, soit plus de 50 ans, avec une superficie de 1,5 hectare. Depuis plus de 10 ans, ces lieux de repos éternel se trouvent dans un état déplorable, marqué par des eaux stagnantes dues aux inondations récurrentes et à une saturation complète des espaces disponibles. Malgré les efforts annuels de la communauté pour nettoyer ces sites, l'insalubrité persiste, aggravant l'indignité réservée à nos défunts. La situation actuelle appelle à une action urgente et concertée pour la délocalisation des cimetières afin de répondre aux besoins de la population des communes de Diamaguène Sicap Mbao et de Tivaouane Texas. Les eaux stagnantes ont transformé les cimetières en zones insalubres, ce qui compromet leur usage et constitue un risque sanitaire pour les populations environnantes. Il y a plus d'espace pour de nouvelles tombes, obligeant les familles à empiler les sépultures, une pratique inacceptable sur le plan humain et religieux.
Parlons santé à présent avec cette maladie, l'autisme qui touche en grande majorité des enfants, une maladie pas très connue des Sénégalais dont la prise en charge est très coûteuse. L'association Maison Espoir Autisme Sénégal lance le plaidoyer en faveur des enfants victimes de ce handicap mental. Elle invite aussi les autorités à mettre les moyens pour les soutenir. Suivons tout de suite les explications de Mbaeng Dramé, elle est la présidente de l'association, ainsi que Khadi Mayekor Diouf, plutôt la mairesse de la commune de Golfe Sud. Elles s'expriment toutes les deux au micro d'Abib Faye. Pour mettre en valeur notre association, pour faire connaître notre association, on a créé l'association pour les enfants qui sont en situation d'handicap, plus particulièrement l'autisme. En fait, l'autisme est un handicap mental qui est très méconnu au Sénégal. Donc les familles qui vivent avec des enfants autistes sont très stigmatisées et ils vivent toujours enfermés parce qu'il y a les gens qui sont toujours... c'est à cause de vous, donc c'est surtout les femmes, elles sont seules. Donc c'est à cause de ça qu'on est venu apporter notre touche. En fait, l'association est surtout dans l'accompagnement. On veut des écoles spécialisées pour nos enfants. On veut aussi des centres qui vont permettre à nos enfants de s'épanouir et d'aller mieux. Alors, je tenais d'abord à dire merci. Merci à Mbayang pour avoir eu cette idée ingénieuse nécessaire de créer cette association. Cette association pour lutter contre une maladie ou pour tout simplement accompagner cette maladie qui est l'autisme. L'autisme qui, je pense, aujourd'hui est un sujet très mal connu au Sénégal, mais qui est dans beaucoup de familles. Des familles qui se sentent seules, qui se sentent dépourvues de moyens, d'accompagnement. Pour accompagner aussi la réflexion autour, l'accompagnement, l'inclusion de ces enfants qui n'ont pas demandé à être différents. Ça permet tout simplement de mettre l'accent sur des domaines de l'handicap qui aujourd'hui doivent être pris en compte, mais aussi pris en charge par les politiques publiques de développement. Le projet Miser sur moi a fêté l'enseignant. À cette occasion, Fatou Kinegnan, enseignante émérite, a été choisie femme de l'année 2024, un choix apprécié par ses pairs qui sont venus en masse la soutenir. Elle s'est réjouie du choix porté sur sa modeste personne. Les meilleurs établissements qui se sont distingués au certificat de fin d'entrée en 6e, aux examens du brevet, mais aussi du baccalauréat ont été aussi honorés. Baïdamsi est initiateur du projet Miser sur moi, et il nous en dit plus au micro de Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. L'activité entre dans le cadre du plan d'action du dit projet Miser sur moi, qui a vu le jour en 2016, en octobre 2016, et qui consiste à, en premier lieu, aider les élèves en situation de vulnérabilité, en deuxième lieu, créer émulation dans les établissements, c'est-à-dire la promotion de l'excellence, et en troisième lieu, accompagner les étudiants qui auront besoin de faire de formation professionnelle dans les grandes écoles à Dakar. Activité où d'abord on récompense le mérite. C'est pourquoi chaque année on choisit un acteur de l'éducation et pour l'honorer, on lui donne le titre de l'homme de l'année ou la femme de l'année. Cette année, on a le privilège de vous présenter Sokhna Kinegnan comme la femme de l'année. Mais depuis, au-delà d'être enseignant, est-ce que tu as un don de soi? Après vos heures de cours, est-ce que vous faites des choses qui entrent dans le cadre d'aider les élèves? Les heures que vous devez rester à la maison pour dormir, est-ce que vous faites des sacrifices pour aider les élèves? Donc, et qui connaît Kinegnan, c'est bel et bien, peut témoigner que véritablement c'est une femme qui, du matin au soir, travaille et accompagne les élèves de l'élémentaire au secondaire. C'est pourquoi on lui donne ce titre. La 7e édition de la journée de l'excellence. Que signifie l'excellence? Elle est le degré éminent de qualité, de valeur qui nous caractérise. Nous sommes la communauté éducative. Nous nous sentons honorés. Cependant, ce serait inélégant de commémorer l'excellence des élèves et ignorer les excellents enseignants. Si la récolte porte ses fruits avec de bonnes graines, c'est parce que nous avons aussi de bons cultivateurs.
Le Premier ministre Ousmane Sonko entame ce lundi une visite de 3 jours en Mauritanie sur invitation de son homologue El-Mokhtar Ould Diaye. Cette visite prévue les 13 et 14 janvier se concentrera sur plusieurs secteurs stratégiques de coopération entre les deux pays, l'énergie, les transports, la sécurité, la pêche et les conditions de séjour. Ousmane Sonko aura également une rencontre avec la communauté sénégalaise établie en Mauritanie. Cette visite intervient dans un contexte particulier marqué par une avancée majeure du projet gazier transfrontalier Grand Tortue Ahmeyim. Ce projet, une des plus importantes découvertes gazières en eau profonde d'Afrique de l'Ouest, est développé conjointement par le Sénégal et la Mauritanie en partenariat avec la Société mauritanienne des hydrocarbures, Petrosen, BP, Cosmos Energy. Le projet GTA devrait produire environ 2,3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié chaque année. À l'ouverture du premier puits de gaz du projet GTA, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, avait déclaré que c'était une étape historique pour le Sénégal. Son homologue mauritanien, Mohamed Ould Khaled, avait mis en avant un avenir énergétique prometteur pour la région en soulignant la capacité des deux nations à atteindre ensemble des objectifs ambitieux. Allez, parlons à présent de la sortie du livre de Boubacar Camara, ingénieur statisticien et docteur en économie. Le titre du livre, Pour un Sénégal humainement développé. Lors de la cérémonie de dédicace de ce livre, l'auteur a déclaré que le Sénégal pouvait avoir sa propre monnaie qui pourrait s'appeler le khas. Et il nous dit tout de suite comment faire pour y arriver. Ces propos sont recueillis par Yaya Diallo. National est un outil de gestion de notre économie, c'est un outil de protection. Et on ne peut pas être souverain avec la monnaie d'autrui, ça tombe sous le sens. Nous ne voulons pas d'une monnaie CFA bis, c'est-à-dire une monnaie régionale mais qui n'est pas autonome. Donc ce qu'il nous faut, en l'absence d'une monnaie autonome d'intégration régionale, l'émission de la monnaie nationale s'impose. Cette monnaie nationale va s'appuyer sur la constitution des réserves d'or à partir du potentiel aurifère que nous avons. Et également garantie par une transformation et une régulation du système bancaire, une bonne gestion des avoirs extérieurs, la participation dynamique du secteur privé et l'adhésion des populations qui sont sensibilisées. Maintenant, on peut se poser la question, où est-ce qu'on va démarrer? À quel niveau on va démarrer? Le livre propose de prendre un panier de 5 monnaies. Pour que Tivaouane soit une ville du futur, ces dignes fils des membres de la famille ici, des cadres de l'administration, se sont retrouvés à la mairie de Tivaouane. Un conseil consultatif des plans de développement et des projets innovants centralisés autour de la nouvelle grande mosquée ont été mis en œuvre pour le développement de la ville sainte. Ces financements sont estimés à des centaines de milliards. Le reportage est signé Charanda Diop et Saïlatia. La plupart des ingénieurs cadres dans l'administration, professeurs d'université, des médecins, experts en décentralisation, tous natifs de Tivaouane. On l'avait créé en septembre 2022. Le but c'était de prendre l'ensemble des cadres qui sont nés dans cette commune ou bien qui habitent dans cette commune, de les regrouper pour qu'on puisse discuter ensemble de l'avenir de la ville de Tivaouane. Regroupés au sein d'un conseil consultatif, un véritable laboratoire d'idées. Leurs objectifs, c'est de mettre la cité religieuse sur la voie du développement. Que tous les fils de Tivaouane, avec les compétences diverses que vous avez pu entendre, que les gens réfléchissent sur le devenir de Tivaouane, et comme l'a dit son coordinateur, M. Malik Sarr, que ce n'est pas quelque chose qui va se limiter à dans les 5 prochaines années ou les 10 prochaines années, mais c'est un plan qui va être développé pour Tivaouane et qui va concerner l'ensemble des préoccupations de la ville sur tous les plans économiques, sociaux, etc. Mais il faut
capitaliser cela et le mettre dans un plan. Aujourd'hui, nous avons la mosquée qui est prête. Il faut des moyens, mais c'est bien possible, dit le maire de Tivaouane. Sur chaque projet qu'on veut faire, ça dépasse le montant de 22 milliards. La zone industrielle, vous ne pouvez pas la limiter à l'aménagement seulement de la zone industrielle. Et ce que la zone industrielle peut rapporter demain pour dépasser la centaine de milliards. Ces fils de Tivaouane ont tous signé un pacte. Viva Tivaouane, ville intelligente, ville verte et ville attractive. Cérémonie officielle de la Ziara de Thierno Mountaga Tall de Louga. Le ministre de l'Intérieur salue l'initiative des foyers religieux pour l'organisation de ces manifestations qui, selon lui, rapprochent les Sénégalais et raffermissent les liens sociaux. Jean-Baptiste Tine a également magnifié le travail de Cheikh Omar Foutiyou Tall pour le rayonnement de l'islam, mais aussi pour la liberté. Il a représenté le gouvernement à cette cérémonie de clôture de la manifestation religieuse qui, je rappelle, s'est déroulée du 10 au 11 janvier 2025. Le point, c'est avec Tcharnofal. La 60e édition de la Ziara annuelle de Thierno Mountaga Tall a pris fin dans une ambiance de piété et de dévotion. Cet événement religieux de grande envergure a été marqué par la présence du ministre de l'Intérieur, représentant du gouvernement. Je voudrais, à l'entame de mon propos, transmettre les salutations affectueuses et filiales du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à son éminence Thierno Mohamedoul Bachir Mountaga Tall, khalife de toute la famille omarienne. Éminence, le chef de l'État vous rend un vibrant hommage pour votre conduite éclairée à la tête de la communauté omarienne, votre contribution à la cohésion sociale et votre apport dans le raffermissement des relations entre les foyers religieux, gage de stabilité de notre pays. Dans son allocution, Jean-Baptiste Tine a également magnifié l'héritage spirituel et historique de Cheikh Omar Foutiyou Tall, dont le rôle dans le rayonnement de l'islam et dans la lutte pour la liberté est unanimement salué. Il a rappelé que la Ziara constitue un moment privilégié de recueillement et de communion pour les fidèles, renforçant ainsi les liens de solidarité et de fraternité. Cet événement commémorant l'œuvre du vénéré Thierno Mountaga Tall est un moment particulier de dévotion, de recueillement et de communion. C'est également un moment de rappel de la dimension spirituelle du grand érudit, dont le miracle noté lors de l'exhumation de son corps en 1985, 28 ans après sa disparition, a suscité l'admiration et émerveillé le monde entier. La participation massive des fidèles venus de toutes les régions du Sénégal et de la sous-région témoigne de l'ancrage profond de cet événement dans le cœur des disciples de Cheikh Omar Foutiyou Tall. De son côté, le comité d'organisation dirigé par Thierno Cheikh Tall a exprimé sa gratitude envers le gouvernement du Sénégal pour son soutien indéfectible. Sur invitation du président bissau-guinéen Umaro Embalo Sissoko, le khalife général de Madinatul Huda, Thierno Mounirou Baldé a effectué une visite en Guinée-Bissau. Ce déplacement du khalife de Madina Huda entre dans le cadre du renforcement des liens d'amitié, de fraternité et de bon voisinage entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Le guide religieux a mis à profit cette visite pour formuler des prières en faveur de la Guinée, mais aussi de tous les pays de la sous-région. Abdoulaye Diallo. Renforcer les liens d'amitié, de fraternité et de bon voisinage entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Le khalife général du Fouladou, Thierno Mounirou Baldé, a été l'hôte de Umaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau. Depuis le rappel à Dieu de Thierno Ahmed Saïd, qui était le khalife général du Fouladou, et depuis l'accession au khalifa de Thierno Mohamedoul Mounirou Baldé, c'est sa première sortie officielle en République sœur de Guinée-Bissau, sous l'invitation de l'autorité du président de la République, son Excellence Umaro Sissoko Embalo. J'ai l'habitude de dire que la Guinée-Bissau représente pour Madinatul Huda ce que le Nigeria représente pour Madina Bay. Et Thierno Mounirou, il est venu ici pour renforcer les liens d'amitié, de fraternité, surtout le bon voisinage entre les pays, de manière générale entre les pays de la CEDEAO et surtout entre nos deux pays qui sont des pays frères, à savoir le Sénégal et la Guinée-Bissau.
Lors de son tête-à-tête avec le président bissau-guinéen, le calife de Madinatul Houda s'est beaucoup appesanti sur la paix et sur le renforcement des liens entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Thierno a beaucoup insisté lors de son audience avec son excellent le président Oumar Sissoko Embalo. Il a prié pour que la paix règne en Guinée-Bissau. Vous savez, il y a des années, la Guinée était un pays un peu fragile démocratiquement. Mais alhamdulillah, depuis l'accession d'Oumar Sissoko Embalo à la tête du pays, nous constatons des changements. Le guide religieux a mis à profit cette visite pour formuler des prières en faveur de la Guinée-Bissau et de tous les autres pays de la sous-région. Il a formulé des prières pour le Tcherno et pour le président bissau-guinéen, pour le président du Sénégal. Et nous avons rappelé aussi nos deux autorités étatiques. La ziara, c'est dans un mois, c'est dans moins d'un mois, de faciliter la circulation des pèlerins au niveau des frontières. Avant d'être reçu au palais présidentiel, le cortège du Khalif a eu à visiter plusieurs localités emblématiques de la Guinée-Bissau. Football à présent, 5e journée du groupe C de la Coupe CAF. Djaraf accueille et bat Azek Mimosa sur le score d'1-0. Un succès qui le propulse à la 2e place du classement, à la grande satisfaction de l'entraîneur du club de la Médina, content de garder son destin en main. Pour la suite, je propose d'écouter tout de suite Malik Daf au micro de Cheikh Sadibou Diarra. C'est vrai que ce n'était pas gagné d'avance parce que Azek d'Abidjan reste une très bonne équipe. C'est une équipe académicienne qui savent bien jouer au ballon. Je pense qu'ils ont l'habitude de jouer ces grandes compétitions parce que régulièrement ils sont là. Mais je pense que nous avons fait une mauvaise entame dans les phases de poule. Je pense qu'on a perdu le premier match. Mais depuis, il y a une nette amélioration. L'équipe progresse de mieux en mieux. C'est un match que nous avons bien préparé. On savait que ça n'allait pas être facile contre une belle équipe. Je pense que notre entame a été meilleure. Nous avons mis le pied sur le ballon avec un bloc haut. On a pressé. Je pense qu'on a eu quelques situations. On a marqué sur le ballon arrêté. Mais je pense qu'à un moment donné, nous avons reculé. On a un peu laissé le ballon à l'adversaire. Et je n'ai pas aimé à ce moment. Je pense qu'arrivé à la mi-temps, j'ai apporté les correctifs. J'ai mis un peu d'élan offensif. On a créé quelques situations. On a manqué un peu de lucidité pour mettre le deuxième but. Après avoir étudié le match, je voyais qu'à un moment donné, l'équipe a assez poussé. Et aussi, je voulais gagner le match. Quel que soit le score, il fallait gagner pour préparer le prochain match. Parce que si on n'avait pas gagné, ça aurait fini. Donc, il fallait gagner. Même si je voulais marquer plus d'un but, on n'a pas fait. Et on a gagné. La victoire est très importante. Nous sommes à 3 points maintenant dans la SEC. La qualification est entre nos mains. Maintenant, on focus sur le prochain match. On prépare le match à Alger, Inch'Allah. On est là-bas pour gagner. Pourquoi pas pour gagner ce match, Inch'Allah. On termine ce journal avec le sport national et cette nouvelle qui vient juste de nous parvenir. Zarco de Grand Yoff qui triomphe face au mastodonte de Fass. Zarco donc qui a battu Gris Bordeaux. Vous savez que le combat opposait les deux titans aujourd'hui à l'arène nationale. Eh bien, Grand Yoff a triomphé sur Fass et toutes nos félicitations au champion Zarco qui a représenté dignement la commune de Grand Yoff. Excellente suite de programmes en notre compagnie et bon début de semaine à toutes et à tous.